Bonjour Aurélie Bambuc. Bonjour Philomé Robert. Vous êtes journaliste, documentariste. Vous co-signez avec Éric Corbeyran, scénariste de bande dessinée, Olivier Berlion, dessinateur, et Christian Favrel, coloriste, cette bande dessinée, Pacotille, dont voici le tome 1. C'est un pan de l'histoire de l'esclavage qu'on raconte très peu, l'esclavage des enfants. Est-ce que, le tome 2, ça sera pour bientôt, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous présenter Pacotille? Qui est-elle? Pacotille, c'est une petite fille qui s'appelle Nzinga, qui a été arrachée à son Angola natal, qui à l'époque s'appelait le Royaume Congo. Ça correspondait à l'actuel Angola. Arrachée par des colons portugais et emmenée en Martinique, qui est une de mes îles d'origine. Donc Pacotille est une des 12 millions de victimes de l'esclavage colonial. J'ai voulu raconter cette histoire pour me rapprocher de mes ancêtres, parce que j'avais commencé mon arbre généalogique. J'ai voulu que le décor se passe dans l'une de mes îles d'origine. La Martinique, c'est l'île de ma mère. Et j'ai voulu que ça se passe au début de la colonisation de la Martinique pour avoir une diversité de personnages. Aurélie Bambuc, dans le vocabulaire commun, la pacotille est une chose de peu de valeur. L'enfant est littéralement donné à ceux qui sont venus acheter des esclaves. Voilà, ces petits cadeaux bonus, c'est pour ce lot d'esclaves adultes, on vous donne une pacotille. Pacotilla, ça vient de l'espagnol et ça a été par extension utilisé pendant la traite négrière. Et donc, cette pacotille que l'on pense objet de moindre valeur va se révéler être une humaine de grande valeur. C'est ce qu'on a essayé de transmettre à travers cette histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant. Et dans la bouche de Pacotille, justement, c'est aussi une façon, parce qu'à un moment donné, elle s'oublie, hein, c'est une grand-mère qui raconte une histoire à une petite fille. Pacotille a aussi une autre connotation, puisque pour elle, c'est aussi une manière d'oublier son sort, de s'oublier aussi, parce que son vrai nom, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est Nzinga. Vous avez souhaité raconter l'esclavage à hauteur d'enfant. Quel est ce choix? Un choix de transmission. J'ai des enfants qui, eux, fort heureusement, à l'école, ont au programme l'histoire de l'esclavage. Moi, je n'ai pas eu cette chance, puisque j'ai été scolarisée avant que la loi Taubira ne permette d'ouvrir cette histoire-là dans les écoles. Donc moi, c'est une histoire qui ne m'a pas été transmise. C'était un tabou à l'époque de mes parents. Ils sont nés en 1945. C'était un tabou de se dire descendant d'esclaves. J'avais envie de mettre fin à ce tabou, de mettre fin à cette honte et de transmettre cette mémoire. Donc, et de la raconter à un niveau d'enfant, ça c'était une volonté aussi du scénariste Éric Corbeyran, qui depuis longtemps avait cette envie de raconter une histoire de l'esclavage à hauteur d'enfant. Quand il a su que j'étais plongée dans mon arbre généalogique, il m'a proposé de travailler sur cette bande dessinée. C'est un personnage de fiction, mais le décor, les lieux, les sites, les dates sont réels. Pourquoi ce mélange fiction-réalité? Parce qu'on est peu documenté déjà sur l'esclavage des enfants en particulier, parce que les esclaves ont produit peu d'archives. Donc j'avais envie de m'autoriser à imaginer les choses. J'ai passé beaucoup de temps dans les archives, moi, à retrouver mes ancêtres esclaves, beaucoup de temps dans les livres d'histoire. Donc il y avait des possibilités d'histoire racontées dans tous ces livres. Et donc je me suis dit, allons-y, racontons une histoire dans un décor qui existe vraiment. Le bateau dans lequel elle est embarquée de force a existé vraiment. Je l'ai retrouvé sur un site qui répertorie tous les bateaux qui ont fait la traite négrière. Mais voilà, l'histoire de Nzinga, de cette petite fille qui a grandi et qui devient une grand-mère et qui réchappe quand même à ce destin tragique, n'existe pas. Mais c'est possible aussi. Il y a des esclaves qui sont revenus en Afrique. Autre élément intéressant dans votre bande dessinée, Aurélie Bambuc, c'est le fait que finalement, il y a des choses qui ne sont pas éludées. On pense à la complicité des chefs africains dans ces opérations massives de déportation. C'est un aspect des choses, de l'histoire, qui ne passe pas toujours très bien. Les razzias, oui, c'était des courtiers qui étaient complices des colons, mais parce qu'il y avait une histoire de tribus ennemies. Et donc, du coup, ceux qui étaient contre le pouvoir s'alliaient avec les colons et étaient leurs complices pour aller faire des razzias dans les villages. Donc oui, j'avais envie de raconter une histoire tout en nuances, pas noir-blanc opposé, basiquement. Il y avait des nuances. Et sans mauvais jeu de mots, Pacotille se retrouve sur cette terre, la Martinique. On découvre d'autres personnages de l'histoire qu'on connaît peut-être un peu moins, les engagés ou 36 mois, qui étaient blancs.
Absolument. Ben ça, c'est la spécificité du début de la colonisation de la Martinique et des Antilles. C'est qu'on a fait venir une main-d'œuvre européenne, blanche. Soit c'était des enfants d'une bourgeoisie, voilà, mais ce n'étaient pas les aînés, donc ils n'avaient pas d'héritage. Soit c'était des personnes qu'on allait chercher sur les ports, sur les quais, des voyous qu'on faisait venir, à qui on promettait un lopin de terre au bout de ces 3 ans d'engagement. Il y en a peu qui ont réussi à tenir déjà parce qu'il y avait les conditions climatiques, les conditions de travail, parce qu'ils travaillaient comme les esclaves. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas de chaîne, qu'ils n'étaient pas fouettés. Mais ils avaient le même travail que d'aller dans les champs. Et donc, je tenais à montrer que, voilà, qu'une couleur n'est pas égale à un statut. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est forcément du côté des dominants. C'est pas parce qu'on est noir qu'on est forcément du côté des victimes. Je voulais apporter toutes ces nuances. Et il y a aussi les Indiens Caraïbes qui sont les premières populations des Antilles. Christophe Colomb a découvert les Amériques, mais les Indiens Caraïbes ont découvert Christophe Colomb c'est pour ça qu'on parle de découverte entre guillemets, justement. Donc, du coup, voilà, j'avais envie d'apporter toutes ces nuances dans les personnages. Et ça ne pouvait se produire qu'au début de la colonisation de la Martinique. Et toujours, Aurélie Bambuck, en lien avec votre travail, en lien avec votre recherche ou vos recherches, en mai 2022, vous avez réalisé un documentaire intitulé « Au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants ». Vous, descendant d'esclaves, et Axel Balguerie, descendant d'un négociant bordelais, un certain Pierre Balguerie Stuttenberg. On va regarder un extrait de votre film dans un instant, mais d'abord, quelle était cette démarche-là ? C'était une démarche de raconter aussi une histoire de l'esclavage, mais je ne la voulais pas que d'un seul côté. Axel, je suis allée la rencontrer en lui disant « Nos ancêtres ont vécu la même histoire, mais pas du même côté. Faisons route ensemble, je vais te faire découvrir comment un arbre généalogique, comment on remontait ton arbre généalogique pour découvrir qui était exactement ton ancêtre. » Donc son ancêtre direct était le frère de Pierre Balguerie Stuttenberg. Pierre Balguerie Stuttenberg, on l'a accusé d'avoir fait la traite négrière. Il a voulu la faire, ça a été interdit au moment où il a voulu la faire, mais c'était un négociant colonial qui a échangé avec les Antilles. On écoute un extrait du film, on se retrouve dans, allez, 1 minute. Bordeaux m'a enchantée au premier regard. Mais une histoire est venue troubler ma vision. Elle se cache derrière les beautés de cette ville. Pendant 2 siècles, Bordeaux s'est enrichi grâce à l'esclavage. Des femmes, des hommes, des enfants ont été déracinés, privés de liberté, considérés comme des objets. Ces destins sont ceux de mes ancêtres. Ce négoce et ses bénéfices ont profité à des familles bordelaises. Axel Balguerie descend de l'une d'elles. Si encore on m'accusait de quelque chose dont j'étais responsable, je veux bien. Mais là, ça s'est passé il y a 200 ans. Je fais le pari de retracer avec elle cette histoire, celle de mes ancêtres esclaves, celle de ses ancêtres négociants. Ils sont les témoins d'un passé toujours pesant au présent. Extrait de ce documentaire réalisé par notre invitée de ce vendredi, Aurélie Bambuck, au nom de nos ancêtres esclaves et négociants. Cette rencontre avec Axel Balguerie, comment est-ce que vous avez fait pour que, vu le sujet, qui est quand même très très lourd, on parle du passé des ancêtres et ce qu'ils ont vécu chacun de leur côté, comment est-ce que vous avez fait pour que ça ne soit pas encore plus lourd, que ça ne se passe pas dans du ressentiment, dans de l'aigreur? Eh bien, parce que par l'explication, par les rencontres avec les historiens, Axel avait besoin d'explications. Axel ignorait son histoire, mais comme moi. Donc finalement, je lui ai proposé d'aller à la rencontre des historiens, d'expliquer un contexte. Elle avait été pointée du doigt, le nom de sa famille a été pointé du doigt. On lui demandait réparation 200 ans plus tard pour que à cause de ce que ses ancêtres avaient fait.
elle s'est retrouvée démunie parce qu'elle ne connaissait rien de cette histoire. Donc voilà, moi je lui ai proposé un chemin d'apaisement et d'explication surtout historique, et c'est ce qui lui a plu dans la démarche. Et cet objectif a été atteint? Et cet objectif a été atteint. Elle a pu accueillir cette histoire de manière un peu plus apaisée, en se rendant compte qu'elle n'était responsable de rien, en se rendant compte du contexte de l'époque. C'était le contexte, c'était un système produit par un État. Donc s'il faut pointer du doigt quelque chose, c'est l'État français, et c'est pas les familles qui ont participé à ce système. Elle ne pouvait pas être tenue pour personnellement comptable de ce que son arrière-grand-père avait fait. Aurélie Bambuck, vous êtes très investie dans le champ de la transmission, ça on l'a compris, de ces histoires-là. Je dis ces histoires parce qu'elles sont quand même plurielles. Il y a eu en France des progrès incontestables qui ont été faits. Il reste encore des choses à faire, non? Il reste des choses à faire, rééquilibrer peut-être la représentation justement de tous ces personnages historiques dans l'espace public. Si on en est venu à un moment à déboulonner les statuts de Victor Schœlcher, qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage, d'autres figures comme ça de l'histoire de France, c'est parce qu'il n'y a pas le pendant du côté des résistants, de ceux qui ont résisté, des abolitionnistes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs d'ailleurs, peu importe leur couleur. Mais moi, je viens de Bordeaux, par exemple. Bordeaux a mis du temps à accepter son passé négrier. Aujourd'hui, il y a les statues. Il y a un buste de Toussaint Louverture d'un côté. Il y a la statue d'une esclave qui appartenait à des Bordelais de l'autre côté. Mais voilà, il y a d'autres figures. Il y a Delgrès. Il y a beaucoup de figures comme ça qu'il faudrait remettre en avant. Et c'est ça qui manque, je pense, aujourd'hui. En faisant ce travail-là, en posant ces questions-là, est-ce que vous ne craignez pas d'être estampillé woke, sachant que dans la bouche de certains, c'est une insulte? Eh ben, moi, déjà, je ne parle pas l'anglais. Je suis réveillée. Regardez, j'ai les yeux ouverts. Pour moi, woke, voilà, c'est être éveillé. Être éveillé, c'est avoir conscience des choses, et je ne vois pas le mal qu'il y a à avoir conscience des choses. Si je n'avais pas été éveillée, je penserais encore que j'étais descendante de Gaulois. Donc non, mes ancêtres ne sont pas des moustachus qui sont à l'affiche en ce moment au cinéma. Mais voilà, il y a besoin d'être conscient des choses. Si woke, c'est être conscient des choses, bah, je ne le prends pas pour une insulte. Nous entrons dans le mois de l'histoire des Noirs, comme on dit aux États-Unis ou au Canada. En France, Aurélie Bambuck, cette manifestation est très peu connue, voire discrète, voire marginale. Pourquoi, à votre avis? Je pense parce que ça vient des États-Unis, et qu'on ne considère pas forcément que l'histoire des Noirs américains, on peut avoir des points communs avec l'histoire des Américains. Or, non, on a des points communs, on a la même histoire aussi qu'avec les Noirs américains. Aux États-Unis, ça a été officialisé par le gouvernement, en Angleterre aussi, au Canada aussi. En France, pour l'instant, il n'y a pas d'institutions qui prennent position sur le Black History Month. Ce sont des associations. Même la Fondation pour la mémoire de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, si relaie ce mois, mais ne s'investit pas non plus, n'initie pas forcément des actions. Moi, je viens de Bordeaux. Il y a une association qui s'appelle Mémoire et Partage qui a lancé en 2018 le premier Black History Month en France, qui essaye de le faire de plus en plus dans le réseau, mais ça passe par le réseau associatif. Donc il faudrait que ça prenne plus d'ampleur si les institutions s'en emparent. Pacotille, l'enfant esclave, dernière question, Aurélie Bambuck. Le tome 2, c'est pour quand? 19 mai. On est en train de travailler dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu